Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'ONE TV, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres. Les Belles Lettres est un programme de l'ONE TV consacré à la littérature tchadienne, à la découverte des grands talents littéraires. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau numéro en compagnie de M. Augustin Tabo, qui est un militant humaniste et prix de cause juste. Il était enseignant des maths à l'Académie Versailles et puis Paris Descartes, où il mène actuellement des recherches en économie de la santé. C'est par amour des lettres qu'il est devenu forcément poète à ses heures libres. Il est déjà auteur des Vents déchaînés. Il a accepté notre invitation pour un grand débat culturel sur ses deux autres productions, dont Peuple chéri et Hakuma, respectivement, des recueils de poèmes et pièces de théâtre. Monsieur Augustin Tabo, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes scientifique. Oui. D'où sort votre amour pour les lettres? Oui, il faut que je vous remercie d'abord et puis de m'avoir donné l'occasion d'être ici. J'étais là il y a 6 mois déjà avec votre collègue Jean Bosco, où j'ai présenté mon livre Les Vents déchaînés. Et j'étais toujours très content et toujours aujourd'hui encore content de revenir et puis à vous parler de mes œuvres. Pour répondre à votre question scientifique, littéraire, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Peut-être vous êtes un scientifique ami des lettres. Non, oui, c'est vrai, mais mes profs m'ont toujours dit que les grands scientifiques ont été toujours de très bons littéraires. Ouais. Et moi, je suis sorti d'un collège jésuite où j'ai pris goût à la littérature. Donc, la question de littérature, ce n'est pas une question d'aujourd'hui, mais une question qui date de très longtemps. Et puis, c'est dès mon bas âge, déjà, j'ai commencé à lire. Et puis, j'ai voulu combler mes lacunes en français. Et un de mes grands frères m'avait conseillé de beaucoup lire. Et voilà, et j'ai trouvé que c'est intéressant de se nourrir. Et la littérature nourrit. Et construit aussi la personnalité en quelque sorte. Voilà. Vous avez parlé de Hakuma. Que veut dire cela, Hakuma? Mais Hakuma, c'est en arabe tchadien. Et puis, moi, j'ai traduit Hakuma par l'État, l'autorité. Et puis, quand vous voyez ces livres, c'est une pièce de théâtre déjà, donc en 4 actes qui relate l'histoire d'un procès intenté contre les dirigeants syndicalistes pour avoir organisé une manifestation publique pacifiste. Alors l'idée, c'est de faire un procès satirique d'un État totalitaire. Voilà. Et ça, comment? Et puis à travers Hakuma, c'est beaucoup d'États africains qui sont sortis de la colonisation. 50 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc je me pose la question, je m'interroge dans ces livres-là. Et puis je jette aussi un regard sur ce qu'on appelle la parodie de justice aujourd'hui. Donc, c'est autant de questions épineuses qui sont soulevées dans cette œuvre. Qu'est-ce qui vous est passé à l'esprit de nommer ça Hakuma ou bien d'écrire ce livre intitulé Hakuma? Oui, l'idée, elle est simple. Hakuma, je dis, c'est l'État et les citoyens, quelquefois, arrivent à s'exclure de l'État. Donc, l'État, c'est les autres. Et moi, je me suis toujours dit qu'il ne faut pas que les citoyens confient totalement leur vie à leur gouvernement. Et nous sommes aussi acteurs de nos propres vies. Donc l'État, c'est aussi nous. Donc ne laissons pas les autres travailler à notre place. Donc c'est un appel aux citoyens, c'est un appel à tout le monde de rester attentif, une interpellation. Oui. D'entrer sur scène, nous assistons à quoi, probablement? Je vais vous dire que c'est une pièce de théâtre en 4 scènes, qui n'est pas une tragédie, parce qu'une tragédie, c'est en 5 actes. Donc, non, c'est un procès satirique. Et donc, j'ai voulu dénoncer, j'ai voulu discuter, j'ai voulu parler de ce qui ne va pas, l'excès. Voilà, et je me dis qu'il fallait peut-être écrire pour interpeller nos gouvernants, nos citoyens, et dire que voilà, l'État nous appartient tous, il n'appartient pas aux autres de faire l'État à notre place. Dans l'entrée en scène, qu'est-ce qui pousse les héros? Alors, il n'y a pas un héros bien précis d'entrée en scène. J'ai mis un commissaire de police avec son agent qui essaie d'enquêter sur un soulèvement qui se prépare. Donc, il fallait envoyer des agents, aller vérifier est-ce que la situation est vraie. Et le commissaire lui-même étant surpris par l'information que l'agent lui rapportait. Et donc, il demandait à vérifier qui étaient les auteurs, qui préparaient les têtes pensantes. Et les têtes pensantes étaient les dirigeants des syndicats, étant aussi les ONG des droits de l'homme. Donc, voilà, c'est ce qui
donne une entrée un peu, j'allais dire, timide, mais qui va prendre forme après. Voilà. Donc, voilà. Les têtes pensantes qui préparaient une grande manifestation ont été traquées. Ouais. Comment expliquez-vous cela? Ben, je peux aussi vous retourner la question. Donc, comment expliquer cela? Nous vivons dans des pays où l'imagination est suspecte, où les libertés sont un peu contrôlées. Et donc, la liberté de grève, elle est constitutionnelle. Et ces gens-là, s'ils voulaient utiliser des armes légales, c'est-à-dire nobles, pacifiques, pour pouvoir revendiquer ce qui est de droit, et, bon, on a trouvé que c'était de trop, donc il fallait les en empêcher. Voilà. Donc, c'était ça. Ils étaient arrêtés? Ils étaient arrêtés, oui. Quelques-uns étaient arrêtés. Il y a un qui a réussi à s'enfuir. Donc, il fallait aussi l'arrêter pour pouvoir le juger. Et effectivement, on a pris tout le monde pour pouvoir le juger. Et il y a un procès qui va s'ouvrir après. Et moi, j'attends beaucoup plus par ce procès-là pour pouvoir faire parler mes personnages. Qui étaient des syndicats, qui étaient des étudiants, qui étaient des travailleurs sur les champs pétroliers, donc tout ce monde-là. Donc c'est une situation un peu imaginaire, mais j'emprunte toujours à la réalité cette fiction. Et j'exagère un peu pour montrer la teneur du problème. Bon, et cette parodie aussi de justice qui va suivre après. Mais en arrêtant les têtes pensantes, on croyait qu'effectivement, ça doit faire taire la manifestation de la veille. Ouais. Mais alors que la manifestation a eu lieu. Oui, mais c'est ce que ceux qui traquaient les manifestants pensaient faire. Ils voulaient étouffer la manifestation dans l'œuf. Mais ils n'ont pas réussi, puisque ceux qui sont échappés ont réussi à organiser une manifestation pour demander la libération de ceux qui ont été arrêtés. Et puis après, la police interviendra pour pouvoir les mettre en débandade, arrêter, et puis il y aura aussi des tueries, oui. Voilà. Lors de leur meeting, les meetings donnent un contenu tendu, alors que les messages gravitent autour des valeurs comme l'imagination, la vérité, l'amour. Pourquoi cela? Alors que c'est un meeting de manifestation, mais on est en train de parler de la vérité, de l'amour, de l'imagination. Ça donne non, le meeting, c'est quoi? Le meeting, c'est une revendication, donc c'est d'expliquer aux citoyens ce qui ne va pas, donc un meeting public pacifiste ou pacifique en même temps. Ouais. Donc, on expose les faits, et quand on expose les faits, il faut rester dans la vérité. Et la vérité est que les choses ne vont pas très bien. La vérité est qu'on a besoin de beaucoup plus d'imagination pour gouverner ce peuple-là. La vérité est qu'on a besoin de beaucoup plus d'amour aussi pour ce peuple-là. Parce qu'on ne peut pas diriger sans aimer. Hein? Et quand les dirigeants manquent d'amour, le peuple, et quelqu'un a dit que lorsque ceux qui commandent perdent la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Et le peuple est en train de perdre le respect pour ceux qui n'ont pas la honte, qui ont perdu la honte. Donc c'est ce que j'ai voulu traduire par cette manifestation. Des gens qui revendiquent à vivre dans des conditions décentes, à avoir le minimum vital, à avoir un salaire qui puisse leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école, s'habiller, à se nourrir et puis se loger, alors qu'il n'en était pas le cas. Voilà, cette manifestation, la manifestation pour le changement, effectivement. Elle se heurte à quoi? Non, mais c'est déjà un début, j'allais dire le début du commencement. Je pense que ne rien dire, c'est se rendre aussi complice. Donc on manifeste pour exprimer nos idées et permettre à ceux à qui le message est destiné de pouvoir prendre en compte les revendications. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ça a eu lieu, on a mis des gens en prison, on les a jugés, effectivement. Mais le message est passé. Et le message, c'est que dorénavant, rien ne sera plus comme avant. Et que vous devez tenir compte de ce peuple-là qui aspire à beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de justice. Ce peuple-là qui veut vivre simplement tête haute et comme tout autre peuple du monde. Donc, j'ai mis en scène cette histoire pour interpeller effectivement, que ce soit nos gouvernements d'ici, Tchad ou ailleurs, au Cameroun, partout où je suis passé. Et moi, je suis panafricaniste. Et en même temps, j'ai fait de la littérature engagée. Et cette littérature, ce n'est pas simplement pour dénoncer, mais c'est pour appeler aussi à une union, c'est pour appeler aussi à un vivre ensemble. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans beaucoup de ces pays-là, il y a un problème qui se pose. Voilà. Il y a des citoyens de ces zones, il y a des citoyens qui sont des vrais citoyens. J'ai dit non. Le fait d'être tchadien ou d'être camerounais, d'être l'autre, doit nous permettre de vivre comme tout autre peuple.
Donc, ce que j'appelle de tous mes voeux dans ces écritures. Voilà. Quel bref exposé vous nous donnez de l'ouverture et de la fin du procès? Alors, les gens s'attendaient à avoir un dénouement heureux, mais non, moi j'ai exagéré, je reste toujours dans l'exagération et c'est que je puise un peu dans cette réalité pour construire ma fiction. Donc, le début, voilà, un commissaire qui se met au-dessus de toute loi. Donc, qui se dit, c'est lui, les autres, le vrai fils de la République et que les autres sont des foutus de la République. Ainsi, c'est des manifestants, c'est des laissés pour compte qui essayent de s'accrocher ou récupérer les miettes qui tombent. Et donc, et ceux-là, c'est une force non négligeable. Et j'ai toujours dit dans toutes mes interventions que l'homme est un capital humain à ne point négligé dans un développement. Ouais. Et il faut savoir investir dans l'humain. Avant d'investir dans les choses qui entourent, parce que la gestion, c'est l'humain qui gère. Et si l'humain n'est pas préparé pour gérer ce qui est construit, je pense qu'on risque de détruire très vite. Voilà. Et moi, c'est par l'éducation, c'est par le dialogue, c'est par ces genres de discussions qu'on peut amener les gens à pouvoir respecter l'État, se soumettre à l'État, et l'État les protège. Donc, il y a un contrat qui est là. Ouais. Mais sur le procès, il intervient un témoin. Le témoin, je l'ai nommé Kam-Kam. Kam-Kam, vous le savez très bien que ce témoin, Kam-Kam, celui qui raconte n'importe quoi, qui est un délateur, qui travaille au service des archives, qui a fabriqué de toutes pièces le témoignage pour pouvoir faire inculper ses collègues. Parce que lui, il est resté fidèle à ceux qui l'ont fait venir là, et d'autres qui se disent non, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faudrait qu'on fasse bouger les choses autrement. Donc, ce témoin-là, c'est l'incarnation un peu de la délation, en quelque sorte. Voilà. Il est là, les yeux de tous ceux qui gouvernent voilà, dans les fonctions publiques, dans les ministères, dans des trucs. Donc, il regarde qui fait quoi, qui fait ceci, cela, pour pouvoir rapporter. Et là, il va être témoin parce qu'il a vu beaucoup de choses et des choses qu'il a inventées lui-même, quelquefois. Donc, c'était ça. Le contenu de Hakouma est-il dramatique, mélodramatique ou bien est-il tragique? Parce que c'est entrecoupé des comptines, des chansons. Tout à fait, mais tout à fait. Et ce que je pourrais dire, le procès, il est satirique. Et quand on utilise quelque chose de satirique, c'est pour se moquer de quelque chose. Voilà. J'ai voulu me moquer d'un système assez moribond de justice qui existe, qui pose problème, simplement, et j'ai voulu en même temps utiliser l'exagération et la parodie pour pouvoir le faire. Il y a un côté tragique qui est là, puisque tragique, mais la tragédie respecte un certain nombre de règles. D'accord, moi je vais violer cette règle-là. Il y a une règle d'unité, le lieu, l'action, et puis il y a la bienséance. C'est-à-dire, on ne montre pas les mots durs, des trucs comme ça. Je suis resté dans cet état-là, mais j'ai rajouté cette composante un peu difficile parce qu'on va interpeller des gens, qu'on va les juger, qu'on va les traiter de n'importe quoi. Et un jugement qui est dit d'un autre siècle. Donc, c'est à la fois, j'allais dire, dramatique et un peu relève aussi un peu de la tragédie. Donc, j'ai mélangé toutes ces trois dimensions pour écrire. Et moi, je veux me sentir libre quand j'écris. Donc, je rentre très peu dans ces considérations-là parce que j'ai voulu m'exprimer simplement par des mots simples pour permettre à mes lecteurs de comprendre quel est le problème et les amener aussi à se poser des questions. Donc moi je veux que les gens risquent la mise des pesanteurs un peu inacceptables. Donc il faut que le langage soit accessible. Et c'est le langage que j'utilise par le biais du théâtre, qui est une mise en scène des réalités données. Sur la scène, nous avons le président du tribunal, le commissaire et Kam-Kam, qui font face à Maître Masra. Pourquoi la latitude n'est pas laissée aux témoins des Masra, c'est qu'ils doivent être du côté des Masra? Non, mais dès le début signalé que c'est une parodie de justice, de procès.
Alors, le problème, Masra n'est pas un avocat. Masra, c'est le président du collectif des droits de l'homme et de la société civile. Ouais. Masra a un avocat qui s'appelle Maître Jassra. Jassra veut dire on peut faire, en patois. Alors, quand m'est arrivé pour enfoncer le clou, et le commissaire de la République a appelé Maître Jassra. Maître Jassra. Et le commissaire qui ne voulait pas jurer, parce qu'il est commissaire, le fait d'être commissaire doit suffire pour pouvoir attester la véracité de sa déclaration. Alors qu'il y a toute une procédure à la justice, quoi qu'on soit, quoi qu'on ait, il faut arriver à pouvoir obéir à un certain nombre de règles. Et il a refusé d'obtempérer. Le président, le juge l'a laissé faire, parce que c'est le commissaire de la République qui va même plus loin, dire que voilà, la démocratie c'est eux, et la République c'est eux, et que les autres ne sont que ceux qui ramassent et qui donnent. Et ce commissaire-là prend tout ce que le régime lui donne. Ouais. Voilà, c'est l'incarnation un peu de cette tragédie. Ouais. On se rend compte tout à fait que les langages, c'est-à-dire l'intervention de l'avocat, laisse toujours les parquets dans une grande réflexion. Mais si, mais le but c'est ça. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il est seul. Ouais. Mais c'est ça le but recherché. On peut avoir raison contre tout le monde. L'avocat dit des choses. C'est un avocat qui est formé, qui pense faire appliquer la loi, qui pense dire le droit. Donc, et il use de ces mots-là pour pouvoir faire comprendre au tribunal que ces gens-là sont des innocents et qu'on est en train de condamner les gens. Et l'histoire en tiendra compte plus tard. Parce que ce jugement est truffé de ratés, de fautes, de parodies. Donc, c'est ce qu'il disait. Donc, lui, il moralise les gens, il demande aux gens de revenir au droit, de revenir aux lois, mais qu'on ne juge pas les clients par rapport à leur origine, par rapport à ce qu'ils font, mais c'est par rapport aux lois. Alors, selon les lois, je pense qu'ils sont fautifs de rien, puisque la grève, elle est constitutionnelle, c'est reconnu par la Constitution, et ils ont usé de cette voie-là pour pouvoir revendiquer. C'est une grève pacifique, je l'ai dit dès le début, donc pour permettre au moins de poser le problème. Alors, si on revient à la situation aujourd'hui de notre pays, effectivement, et à chaque fois quand je viens, je constate que beaucoup de choses se font d'abord et que c'est un travail de longue haleine. Mais il y a une espèce de désordre qui règne encore. Et que celui qui a le pouvoir essaie d'écraser celui le faible. Et je pense qu'une force est force quand elle est capable de protéger le faible. Voilà. Et moi, je dis les choses comme ça. On est tous frères des mêmes pays, des compatriotes, donc on doit se protéger, on doit s'entraider pour que le pays aille de l'avant. Et ce que j'appelle de tous mes voeux, le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Et du nord, du sud, comme de l'est à l'ouest. Et ce pays-là a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer. Parce que y en a qui se disent puissants, il y en a qui se disent faibles, des exclus. Donc moi, je parle au nom de ces exclus, je parle au nom de ces opprimés. Et je me fais leur porte-parole dans cette œuvre. Mais comment se dénoue le procès? Les dénouements du procès? Mais le dénouement n'est pas aussi heureux. Il est malheureux puisqu'ils vont être condamnés à mort parce qu'on a demandé à ce qu'ils soient pendus. Donc c'est la peine capitale qui n'existe pas sous d'autres cieux aujourd'hui. Bon, je ne parle pas du Tchad, mais je dis que c'est une exagération, c'est une fiction. Voilà. Mais de temps en temps, je reviens, jette un coup d'œil sur ce qui se passe dans mon pays. Ailleurs, en Afrique, je suis africain. Et aujourd'hui, il y a ces choses-là qui se passent. Donc, une parodie doublée d'une condamnation arbitraire parce qu'il fallait mettre leur tête à mort. Et ce qui va se passer pour la fin. Au regard de tout ce qui est monté dans cette pièce, nous retenons quel message? Alors, le message est porté dans Acouma, c'est-à-dire qu'il faut considérer les citoyens. Et il faut beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'éducation pour amener les gens à se dire que l'État c'est nous, l'État c'est tout le monde, et l'État aussi c'est le respect. Moi je suis pour l'autorité et je veux que les citoyens respectent l'autorité quand elle est juste, tout simplement.
Et je l'ai dit à la fin, le message est là, si vous permettez. J'ai dit révoltez-vous, mais pas n'importe comment. Utilisez des armes nobles, la richesse de vos cœurs, votre intelligence et votre liberté de penser. Voilà, je résume ma pièce en ces mots. Voilà. Quel est l'extrait le plus poignant que vous pouvez nous proposer? L'extrait, moi, c'est la plaidoirie de la défense, voilà, qui a fait une très belle plaidoirie. Maître Jassa dit ceci. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les jurés, nous nous réjouissons de voir étaler au grand jour la haine, la méprise, l'animalité, la bestialité et la criminalité qui cachent les détracteurs de mes clients à ces procès. Nous sommes en train de juger des hommes comme vous et moi. Des hommes ayant obéi à leur conscience. Des citoyens qui ont soif de justice, de liberté, d'amour. Des citoyens qui ont reconnu leurs droits et qui les réclament. Quoi de plus normal que de désirer un état de droit? Mesdames et messieurs les jurés, le monde entier nous regarde. La vie et la mort de ces citoyens dépendent de vous aujourd'hui. Ce procès doit être le procès de notre maturité, le procès de notre complicité, le procès de notre naïveté. Et si nous ne nous rendons pas un jugement juste et équitable, l'histoire et l'avenir nous condamneront un jour. Qu'est-ce que cela nous coûte de nous débarrasser de nos habits d'emprunt, de nos préjugés, de la haine et de nos comportements monstrueux? Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le procureur, je voudrais ici appeler notre conscience, nous qui sommes gardiens et garants de la loi de la justice. Ouvrons nos yeux, notre cœur, regardons autour de nous, interrogeons notre conscience et des vérités transparaîtront au-delà de toute notre ignorance. Que la vérité triomphe et que toutes ces considérations d'une autre époque échouent. C'est la plaidoirie de Maître Voilà, Jassa. quelles sont vos sources d'inspiration? Les sources d'inspiration, j'ai dit, j'emprunte à la réalité. Et j'avais dit déjà que la vie puise déjà dans l'écriture ce que les livres prennent de la réalité. Donc, je m'inspire toujours des réalités, des choses qui se passent ici et ailleurs. Et ça m'arrive d'aller souvent à la justice pour suivre les procès, voir comment ça se passe, que ce soit au Tchad ou en France, où je suis depuis longtemps. Et en tant que citoyen averti, attentif, qui regarde ce qui se passe, il m'arrive de dire que non, ça ne marche pas et qu'il fallait que les choses se passent autrement. Voilà. Donc, c'est cette révolte. Et je fais de la littérature engagée et j'exprime par ces biais-là. Vous espérez à travers vos productions littéraires, vous espérez à quel Tchad? Un Tchad meilleur pour tout le monde. Un Tchad où tout le monde peut vivre de manière assez décente, se sentir libre, se sentir en sécurité. Et c'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Un Tchad où les gouvernants prennent en compte les aspirations de ces peuples. Un Tchad où les gouvernants ne négligent jamais leurs concitoyens. Un Tchad de paix, de bonté, ce n'est qu'un rêve, mais il faut rêver. Le rêve est promoteur. Et je n'arrête pas de rêver et j'appelle les gouvernants, les citoyens à œuvrer pour un Tchad prospère et meilleur pour tout le monde. Mais vos conseils spécifiques pour la jeunesse? Pour la jeunesse, je pense que j'ai cessé, je ne sais pas si je suis encore jeune, parce que j'ai dépassé depuis longtemps la trentaine. Je pense qu'il faut une jeunesse active et dynamique, une jeunesse qui s'éduque, une jeunesse qui arrive à lire, une jeunesse qui arrive aussi à prendre son destin en main. Mais cela ne se passe que par le biais de l'éducation. Et quand on voit ce qui se passe dans l'éducation aujourd'hui, il est à regretter aujourd'hui que les jeunes veulent opter pour la facilité. Et ce qui est facile n'amène pas loin. Voilà. On a étudié dans des conditions dures, difficiles, mais aujourd'hui, on est en train de cueillir presque le fruit. Et moi, je pense que le travail ne fait pas mal à qui que ce soit. Je pense que ça le pousse à aller au-delà des obstacles, se mesurer à des obstacles et puis se montrer homme. Donc la jeunesse qui aime le travail ne peut que réussir. Il faut que la jeunesse aime ce pays-là. Ce n'est pas un décret. Voilà. Mais travailler pour ce pays veut dire préparer aussi la relève pour la génération à venir.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, nous étions en compagnie de monsieur Augustin Tabo, qui est auteur de Hakuma, une pièce de théâtre. Merci d'avoir été à notre compagnie et continuez de suivre les programmes de l'ONR TV. Merci beaucoup.